Je me souviens plus la photo que j'avais donnée, donc pas de photo, c'est très bien. Ça me va. Alors, donc pour commencer, je voudrais remercier les organisateurs du congrès, en particulier Wojtek, pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui et de vous parler de somnolence et plus spécifiquement de somnolence et d'obésité. Donc vous allez voir qu'il y a un lien entre ces deux conditions qui va bien au-delà des apnées. J'espère que vous en serez convaincus à la fin de ma présentation. Donc, je suis Lucie Barato, je suis neurologue et je travaille au CHU de Montpellier en France. Et je suis spécialiste de la narcolepsie et de la somnolence. Donc je ne suis pas pneumologue, je pense qu'il y a beaucoup de pneumologues dans la salle. Donc mon topo sera plus orienté neurologie, vous allez voir. Donc voilà les 5 points que nous allons aborder. D'abord, comment on définit la somnolence et comment on l'évalue. Ensuite, les liens entre obésité et somnolence. Est-ce qu'on a des explications pour ces liens? Et est-ce que la narcolepsie pourrait nous éclairer? Et enfin, quelques pistes de recherche futures. Donc, pour la définition de la somnolence, si on prend l'ICSD-3, donc la classification internationale des troubles du sommeil, c'est l'incapacité à rester éveillé et alerte pendant la journée qui entraîne des épisodes de besoin irrépressible de dormir ou des accès de somnolence non intentionnels. Donc ça, c'est la définition officielle de la classification des troubles du sommeil. C'est une plainte qui est extrêmement fréquente en population générale, donc c'est quasiment un tiers de la population générale, mais si on va sur des critères pathologiques, donc plus de 2 accès de sommeil par jour, plus de 3 fois par semaine, pendant plus de 3 mois, là on tombe à un peu moins de 5%. Ensuite, si on s'intéresse à la durée de sommeil, donc les gens qui dorment beaucoup trop, plus de 9 heures sur 24 heures, là on est autour de 8%, et on a des répercussions diurnes dans 1,6% des cas environ. Donc une plainte extrêmement fréquente. Comment mesurer cette somnolence? D'abord subjectivement, donc on a des échelles, comme l'échelle d'Epworth, que vous connaissez certainement, qui est une échelle assez fiable, reproductible, donc un auto-questionnaire qu'on peut facilement faire passer en consultation. Avec donc un score au-delà de 11 qui est pathologique, mais qui a de très nombreuses limites. Donc c'est important de bien connaître ces limites quand on veut utiliser cette échelle. Donc déjà, les gens ont parfois du mal à faire la distinction entre la fatigue et la somnolence. Les réponses à ce questionnaire peuvent varier dans le temps. On peut aussi falsifier les réponses, donc on peut faire un score volontairement trop bas ou trop élevé. Il y a certaines personnes qui sont incapables d'apprécier leur somnolence, donc ils vont s'endormir brutalement sans s'en rendre compte. Et si on regarde les études qui essayent de corréler les scores d'Epworth aux latences d'endormissement objectives, on se rend compte que ce n'est pas terrible, qu'il y a finalement peu de corrélation. Donc pour autant, ça reste une excellente échelle pour l'utilisation en consultation, mais dans les études, il faut faire attention et bien avoir en tête toutes ces limites pour comprendre les résultats des études. Heureusement, il n'y a pas que les échelles, il y a aussi l'interrogatoire. Donc on avait écrit ce consensus il y a maintenant 2 ans avec le groupe français du sommeil, donc la SFRMS et la Société pneumologie de langue française. Donc c'est un article qui est publié à la fois en français et en anglais. Et vous avez, donc là c'est la version résumée, mais toute la liste en fait des points que vous pouvez poser à l'interrogatoire. Donc avoir un interrogatoire structuré pour vraiment comprendre la somnolence et bien la phénotyper. Donc, par exemple, demander à quel moment surviennent les endormissements. Est-ce que c'est dans des circonstances actives ou passives? Est-ce que c'est dans une conférence où on s'ennuie un peu, donc on s'endort? Est-ce que c'est quand on mange? Est-ce que c'est quand on regarde un film? C'est pas la même chose que dans une circonstance active ou la conduite, par exemple, où ça peut être très dangereux. Donc la dangerosité aussi est importante à regarder. Et puis on va voir les red flags, donc les drapeaux rouges qui doivent faire penser aux hypersomnies centrales avec des phénomènes comme les hallucinations et les cataplexies. Pour évaluer objectivement la somnolence, donc ici vous avez une liste des tests disponibles. Elle n'est pas exhaustive, mais les 2 premiers que vous voyez ici, les tests itératifs de latence d'endormissement et les tests de maintien d'éveil sont finalement les tests gold standard qui nous permettent de bien évaluer la somnolence. Donc le TIL, ce test itératif de latence d'endormissement,
Il consiste à allonger les patients dans une pièce sombre. La consigne est de ne pas lutter contre le sommeil. Et donc, il y a un test de sieste qui est fait toutes les 2 heures, donc à partir de 9 heures, avec donc la mesure de la latence d'endormissement. Et on va regarder aussi la survenue de sommeil paradoxal ou non. Il y a des recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine qui ont été réactualisées en 2021. Donc il y a vraiment des règles très strictes à respecter pour faire ces tests dans les bonnes conditions. Je vous invite à le lire si vous ne connaissez pas cet article. Il explique vraiment tout ce qu'il faut faire pour pouvoir interpréter ces tests et ne pas faire n'importe quoi. Pour mesurer l'allongement du temps de sommeil, donc je vous disais tout à l'heure 9 heures sur 24 heures, est-ce que c'est normal de dormir plus de 9 heures sur 24 heures? C'est un cut-off connu par consensus, mais qui n'est pas très bien prouvé. Et en fait, on se rend compte que les protocoles, ils sont vraiment très différents selon les centres. Pour les TIL, les tests itératifs de latence d'endormissement, si vous allez aux États-Unis, au Japon, au Maroc, en France, n'importe où, ça va être la même chose. C'est vraiment très standardisé. Par contre, l'enregistrement de l'allongement du temps de sommeil, là, on n'a plus de standardisation. On a quelques protocoles qui sont publiés, donc un en Italie, 2 en France, Paris et Montpellier, mais finalement, il y a peu d'autres publications, et en fait, les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Donc moi, je vous montre ici ce qu'on fait à Montpellier. Donc on a un test qui dure 32 heures, qu'on appelle le bed rest, où les gens sont enfermés, bon, pas fermés à clé, mais ils sont quand même dans une chambre noire, avec un tout petit peu de lumière. Ils n'ont pas de repère temporel, donc ils n'ont pas le droit d'avoir de montre, de téléphone, d'ordinateur. Ils ne savent pas quelle heure il est. Et ils ont la consigne de dormir autant qu'ils peuvent, autant qu'ils veulent. Ils nous appellent pour manger. Donc des fois, ils vont se réveiller à 15 heures, ils pensent que c'est l'heure du petit déjeuner, donc ils appellent pour le petit déjeuner. La luminosité donc est contrôlée et donc les repas servis à volonté. Et donc le test dure 32 heures et on peut mesurer comme ça le temps de sommeil et diagnostiquer. Donc dans cet article qui date de quelques années maintenant, on avait donc mesuré la sensibilité et la spécificité de l'allongement du temps de sommeil pour le diagnostic de l'hypersomnie idiopathique, donc qui est cette maladie modèle où les gens dorment beaucoup trop, et donc on a des enregistrements dans des cas extrêmes de gens qui dorment 29 heures sur 32. Voilà. Et sinon, un sujet sain va dormir plutôt autour de 15 heures sur 32 heures. Ensuite, on a des tests qui mesurent la qualité de la veille, donc par exemple les tests de performance psychomotrice comme la SART, donc c'est tout simplement des temps de réaction. Donc c'est un paradigme qu'on appelle de go, no go. Il suffit de cliquer sur une touche quand on voit un stimuli apparaître et il ne faut pas cliquer quand le chiffre 3 apparaît. Et on a aussi le PVT, le Psychomotor Vigilance Test, qui est très répandu. Donc c'est tout simplement des tests de réaction. Et pour finir, donc les objets connectés sont un simple reflet du rythme veille-sommeil. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas recommandé d'utiliser ces objets pour le diagnostic, l'évaluation clinique de la somnolence, même si à terme, ça sera probablement utile et utilisé, mais pour l'instant, il n'y a pas de validation scientifique de ces objets, même si c'est très répandu et c'est de plus en plus utilisé. Alors voilà la partie la plus intéressante peut-être sur les liens entre obésité et somnolence, mais je voulais bien vous rappeler comment on évalue la somnolence parce que vous allez voir que finalement dans la littérature il y a beaucoup de limites quand on veut évaluer les liens obésité-somnolence. Il y a énormément de papiers, donc je vais seulement vous en présenter quelques-uns. Il y en a qui sont très anciens mais très cités et il y a certaines méta-analyses récentes très intéressantes. Donc je vous l'ai dit, c'est des conditions très fréquentes, donc à la fois la somnolence, l'obésité et l'apnée. Et dans cette étude de 2007, il a été montré que la somnolence avait une prévalence d'environ 30% chez les individus avec un IMC supérieur à 35. Donc intuitivement, on pourrait penser que cette forte prévalence est liée à l'apnée du sommeil chez les individus obèses. Et pourtant, quand on regarde les études, que je vais vous montrer après, on se rend compte que la relation entre l'index d'apnée-hypopnée, donc qui pourrait définir indirectement la sévérité de l'apnée, et la sévérité de la somnolence, notamment mesurée par l'échelle d'Epworth, on retrouve des relations extrêmement faibles. Donc les corrélations sont vraiment très faibles et ça se retrouve vraiment de façon répétée dans les études. Donc autrement dit, même s'il y a un lien, la sévérité de l'apnée
explique mal à elle seule la sévérité de la somnolence dans l'obésité. Encore une fois, énormément de littérature sur le sujet. Je réfère encore aux recommandations françaises que je vous ai montrées tout à l'heure. On avait insisté sur la recherche systématique d'autres causes médicales dans la somnolence résiduelle du SAS. Donc vous avez eu un atelier ce matin, je crois, par Maxime Patou sur la somnolence résiduelle dans l'apnée du sommeil. Donc il a dû longuement vous en parler. Et donc on ne peut pas s'arrêter aux seuls troubles respiratoires. Il faut vraiment aller plus loin et regarder les autres causes médicales. Donc par exemple hypothyroïdie, diabète et notamment obésité. Et donc on a quelques explications, notamment mécanismes métaboliques et inflammation de bas grade. Je vous en reparle juste après. Et il y a aussi une amélioration de la somnolence qu'on retrouve après la perte de poids, indépendamment de l'IAH. Je vais aussi vous montrer quelques études là-dessus. Donc, par exemple, cette étude qui est très citée et assez connue, donc sur la cohorte de Penn State, dans un très grand échantillon populationnel, il y a plus de 16 000 patients. Les auteurs ont montré que la prévalence de la somnolence augmentait avec l'IMC. Donc vous voyez sur ce schéma ici une très forte augmentation. Et quand on regarde dans les modèles multivariés là, sur ce tableau, on se rend compte que la dépression et l'IMC vont peser davantage, vous avez les odds ratios, je ne sais pas si vous voyez bien ici, bien davantage que l'index d'apnée-hypopnée. Donc la somnolence est fortement associée à la dépression et aux facteurs métaboliques, et beaucoup plus qu'aux troubles respiratoires du sommeil eux-mêmes. Autre étude assez ancienne mais très citée, donc 1000 patients consécutifs adressés pour chirurgie de l'obésité qui avaient rempli l'échelle d'Epworth. Ceux à risque élevé d'apnée avaient eu une polysomnographie en préopératoire. Et là encore, aucune relation significative entre le score d'Epworth et les paramètres de la polysomnographie diagnostique, y compris l'index d'apnée total. Les deux études dont je viens de vous parler, c'était basé sur l'Epworth, donc évaluation subjective de la somnolence. Si on regarde maintenant l'évaluation objective, c'est assez décevant parce qu'il y a très peu d'études, j'en ai trouvé que 4, et notamment ce premier article de 98, donc ça date, où les auteurs ont analysé donc des patients obèses sans apnée et sans autres problèmes ventilatoires, avec donc une étude cas témoins avec 45 témoins sains, un enregistrement de sommeil nocturne et 2 siestes le lendemain. Et leur résultat principal, c'est que les patients obèses étaient beaucoup plus somnolents en journée, même en l'absence d'apnée. Donc là, c'est les 2 siestes que vous voyez sur ces 2 tableaux. Ils s'endormaient plus vite, ils dormaient davantage, et la nuit, le sommeil était plus perturbé, avec plus de veille intra-sommeil et un temps total de sommeil qui était réduit. Maintenant, si on va un peu plus loin, qu'on essaye de chercher une relation de causalité, donc il y a des études plus récentes, notamment cette méta-analyse qui est centrée sur la sleeve, qui avait montré une diminution significative des scores d'Epworth chez les patients apnéiques. Donc on montre bien que la perte de poids améliore en partie la somnolence subjective, et donc ici on introduit la notion de causalité et pas une simple association, une réversibilité. Les autres interventions pour perdre du poids, pas seulement la chirurgie. On a cette revue systématique et méta-analyse récente, qui je vous invite à lire aussi, qui est très bien faite, où les auteurs ont cherché si la perte de poids intentionnelle améliorait la somnolence. Il y a beaucoup d'outils d'évaluation de la somnolence, donc, notamment des tests objectifs, des échelles validées. Et donc là, je pense que vous ne voyez rien du tout, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que surligné en couleur, vous avez les seules 3 études qui utilisent des tests objectifs. Et malgré la grande hétérogénéité des populations, voilà, vous avez une amélioration de la somnolence après la perte de poids. Donc c'est vraiment des résultats assez clairs là-dessus. Donc il y avait 15 études avant et après chirurgie, 27 études d'intervention non chirurgicale, et donc une association très claire, un effet causal de l'obésité sur la somnolence diurne. Désolée, je passe un peu vite parce que je pensais que c'était 30 minutes, mais en fait c'est 20, donc je me dépêche. Ça, c'est une des seules études sur les tests objectifs. Ce sera la dernière étude que je vous présente en détail. Donc, test itératif de latence d'endormissement.
les auteurs ont étudié l'effet de la chirurgie bariatrique et de façon un peu décevante, ils ont montré que finalement la somnolence persistait après la chirurgie, sauf que c'est un peu intriguant parce que les latences sont quand même extrêmement courtes et c'est pas du tout notre expérience. Je ne sais pas si vous avez des patients obèses apnéiques à qui vous faites des TIL, mais nous dans les centres de référence on le fait de temps en temps et les résultats sont quand même bien plus longs que ces 4 minutes de latence, donc un peu surprenant. Pas d'amélioration, mais c'est un peu surprenant. On a beaucoup parlé de somnolence sans vraiment parler de son origine, et la cause la plus fréquente, c'est bien sûr la privation de sommeil. Donc on a beaucoup d'études qui ont montré un lien entre temps de sommeil trop court, donc quand on dit trop court, c'est moins de 6 heures, et c'est de façon chronique, donc c'est pas seulement une nuit, et augmentation de l'indice de masse corporelle, et donc un lien finalement très clair entre manque de sommeil, obésité et somnolence. Toutes ces conditions s'influencent mutuellement. Un mot sur les mécanismes physiopathologiques maintenant. Donc j'ai mentionné brièvement tout à l'heure, l'inflammation de bas grade, c'est l'hypothèse principale à l'heure actuelle. Ici, vous avez une figure où vous voyez les hormones intestinales et les adipokines à effet somnogène. Donc de façon très simple, en réponse à l'ingestion d'aliments riches en graisse et en sucre, le plasma va transporter des quantités accrues de glucose, d'insuline et de leptine, et ces transmetteurs ont des influences somnogènes quand ils sont administrés de manière systémique. Et avec le temps, on va avoir une augmentation de la masse des adipocytes qui va entraîner une production accrue de certains facteurs, comme notamment le TNF-alpha et l'interleukine 6. Là aussi, on sait que ces substances réduisent l'éveil par des mécanismes de modulation de neurotransmetteurs, comme par exemple l'orexine, la sérotonine ou encore les systèmes noradrénergiques. Donc vous avez la liste ici des substances et des biomarqueurs candidats. Et finalement, si on fait un résumé, les deux pour lesquels on a le plus de données, le plus de preuves, c'est le TNF-alpha et l'interleukine 6. Donc encore une fois, un phénomène d'inflammation de bas grade. Un petit mot rapide sur la narcolepsie. Donc cette maladie du sommeil qui est rare, mais qui est très intéressante parce qu'elle est un modèle de la somnolence, mais aussi un petit peu de l'obésité, parce qu'il y a beaucoup de patients, 30% des patients adultes et 50% des enfants qui sont obèses. Donc c'est une maladie où il y a beaucoup de somnolence, mais aussi des symptômes comme les cataplexies, les hallucinations liées au sommeil, les paralysies de sommeil et un sommeil de nuit fragmenté et perturbé. Demain, je ferai un atelier sur le bilan exhaustif de la somnolence, donc je détaillerai un peu plus tout ça, j'ai 1h30 de présentation, donc vous verrez ça demain. La physiopathologie de la narcolepsie, c'est la carence en orexine, donc les patients n'ont plus de neurones à orexine, ils ne fabriquent plus l'orexine, et on a donc un phénomène biologique, donc on peut faire un dosage dans le liquide céphalorachidien pour confirmer le diagnostic de façon formelle. Donc je vous ai dit que 30% des adultes et 50% des enfants étaient obèses, donc il y a beaucoup de patients qui ont un syndrome métabolique, un syndrome d'apnée du sommeil, un diabète. Il y a aussi beaucoup d'arguments dans les études précliniques, donc chez l'animal, les souris orexine KO sont obèses, sans qu'on explique très bien pourquoi. Je n'ai pas le temps, encore une fois, de tout vous détailler, mais les hypothèses actuelles sont qu'il y aurait un métabolisme de base diminué et des changements subtils du comportement alimentaire, donc finalement une balance énergétique positive. Parce qu'on a cherché si c'était une diminution de l'activité en lien avec la somnolence, en fait non. Est-ce qu'ils prennent plus de nourriture? Plus ou moins, mais en fait non. Est-ce qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire? Peut-être. Et notamment la leptine a été dosée dans la narcolepsie et finalement elle est parfaitement normale. Donc en fait on n'a pas encore bien compris pourquoi les patients, et en tout cas pas tous les patients, étaient obèses. Et de façon intéressante, l'orexine, si vous cherchez l'étymologie de orexine, ça vient du grec orex, appétit. Donc quand on a découvert l'orexine dans les années 98, ils ont cru initialement qu'ils avaient découvert l'hormone qui allait expliquer la prise de nourriture et l'appétit, et finalement c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Quelques mots sur les pistes de recherche futures. Donc il faut absolument qu'on essaye de mieux phénotyper la somnolence dans les populations de patients obèses, parce que toutes les études que je vous ai montrées, il y avait beaucoup d'échelles d'Epworth et je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de limites à cette échelle. Donc vraiment, il faudrait qu'on arrive à aller sur des tests objectifs de façon répétée dans des cohortes plus grandes pour mieux comprendre. Les mécanismes, et notamment les mécanismes biologiques sous-jacents. Et puis, si on arrive à mieux comprendre ces mécanismes, on pourra essayer de faire une réversibilité, donc somnolence, obésité. Donc, dans le topo précédent, on a parlé des traitements de l'obésité, et de façon intéressante, en tout cas sur les données préliminaires, il semblerait que les gens qui ont quand même de la somnolence avant, malgré ces traitements révolutionnaires, la somnolence semble parfois persister, parfois non. En tout cas, c'est des pistes qu'on explore et qu'on a envie d'explorer dans les centres de référence d'évaluation de la somnolence. Une dernière diapo juste pour parler des autres troubles du sommeil, ça c'est spécial Wojtek, pour la question sur l'insomnie. C'est un lien qui est controversé. Donc il n'y a pas vraiment plus d'insomnie chez les patients obèses que chez les autres. Par contre, il y a plus de syndrome des jambes sans repos. Ça, oui, c'est assez prouvé. Il y a aussi plus de mouvements périodiques des membres et il y a aussi plus de troubles du rythme circadien. Voilà. Donc, en conclusion, il faut qu'on évalue absolument la somnolence chez les personnes obèses. Il faut aller au-delà de l'apnée du sommeil. Même si vous êtes pneumologue, il faut chercher d'autres causes que l'apnée, même si c'est la principale cause. Notamment l'obésité elle-même et les habitudes alimentaires peuvent contribuer à cette somnolence. Certaines molécules candidates ont été identifiées, donc certains biomarqueurs comme pouvant jouer un rôle clé dans la somnolence associée à l'obésité. Et si on arrive à mieux comprendre, on pourra faire des approches thérapeutiques ciblées pour améliorer nos patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Baratou. C'est pas évident de traiter deux sujets intéressants en 20 minutes, mais je vais donner la parole à la salle pour prendre 2 questions pour chaque oratrice. Oui, Dr Aliaki. Merci beaucoup de votre communication, était très très excellente. Et je suis très très content de voir que quand même vous mettez le point sur l'absence, il n'y a pas de relation entre le syndrome d'apnée de sommeil, surtout l'IH, et l'obésité. Oui. Je vous donne quelque chose pour ajouter à votre topo. Remontez au XVIIIe siècle. Charles Dickens, qui a décrit M. Pickwick, c'est quelqu'un qui somnolait, il était obèse, et donc il y a une relation entre la surcharge pondérale et l'obésité. Oui. Mais par contre, au niveau de l'IH, il n'a jamais été en concurrence avec l'obésité. Par contre, les gens qui souffrent de somnolence, ce sont des gens qui ont des troubles de sommeil et qui sont limités par les diminutions de débit nasaux, qui est un terme qui est très très cher au Christian Guilmenot, que Dieu ait son âme. Et donc, il n'y a pas de relation. Et vous voyez qu'on a décrit, même chez les Grecs, qu'il y avait quelqu'un qui était obèse, qui somnolait, et on était obligé de le piquer pour le réveiller. Donc je suis très content de vous mettre le point sur ça. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de détailler ça. J'ai parlé que de l'index d'apnée, mais je pense que c'est un gros débat aussi avec les pneumologues. On est tous d'accord que l'index d'apnée, ce n'est pas le meilleur marqueur. Et peut-être qu'il faudrait aller sur les index de désaturation notamment, et qu'on aurait des résultats plus intéressants, je pense. Oui. Docteur Ibrahimi. Oui, merci. C'est une question sur... j'ai très bien noté qu'en fait, le syndrome d'apnée du sommeil, j'avais vu une ancienne étude, je pense qu'elle est toujours d'actualité, que la somnolence, on la trouve en fonction de l'âge, l'obésité et la dépression. Et le syndrome d'apnée du sommeil venait après. Et donc, la question, c'est que dans notre pratique de tous les jours, on a besoin un peu de
peut-être décortiquer dans la consultation et voir un petit peu est-ce que la somnolence qu'on trouve chez un patient qui a un syndrome d'apnée du sommeil, est-ce qu'elle est vraiment en rapport avec le syndrome d'apnée du sommeil ou autre chose, surtout quand le malade n'est pas compliant à la CPAP. Donc ça, c'est vraiment ma question préférée. Merci. Et c'est notamment l'atelier de demain, où on essaye de présenter de façon très claire toute la checklist, en fait, les questions à poser pour chercher les causes. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, il n'y a pas qu'une cause, en fait. On peut être obèse avec de l'apnée, privé de sommeil, un peu déprimé. Les causes peuvent aussi être combinées. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps. Une vraie consultation sommeil, ça peut durer 30 minutes pour vraiment tout décortiquer et comprendre toutes les causes. Oui, professeur Bies. Bonjour. Merci d'aborder ce sujet très intéressant concernant la somnolence diurne et excessive et le lien avec l'obésité. Je pense que le lien avec le syndrome d'apnée du sommeil, c'est plus un problème de phénotypage du SAOS lui-même. Aussi. Parce que là, lorsqu'on va mettre dans le même panier les SAOS légers à modérés, non désaturants, avec les SAOS sévères ou les SAOS désaturants, d'autant plus qu'on ne fait pas d'évaluation de la CO2, de CO2 de la nuit. On ne sait pas quelle est la part aussi de l'hypercapnie nocturne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait et les pics nocturnes. Et donc je pense que dans les études, on devrait, je pense, dans l'avenir, affiner ça, affiner le phénotypage et probablement reprendre les anciennes études dans ce sens-là. Merci. Oui, merci beaucoup. Effectivement, encore une fois, en tant que neurologue, je suis un peu biaisée. J'ai insisté sur le phénotypage de la somnolence, mais vous avez tout à fait raison. Le phénotypage de l'apnée est aussi important. Donc oui, ils ont toutes ces études assez anciennes, c'est apnée, oui, non. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a l'hypoxic burden et tous ces paramètres beaucoup plus fins qu'on connaît maintenant qui pourraient être étudiés. Une dernière intervention. Donc, Édouard Ganassien, endocrinologue à 7, hein, on n'est pas loin. Il y a quelque chose qui est très important, ce que tu as dit, c'est les leçons de la narcolepsie dans l'obésité. Parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, en 2026, l'obésité, ça ne marche pas. Hein. On est à 5% de toutes les études d'intervention hors TMO, traitement médicamenteux et chirurgie bariatrique, on est à 5%. Donc, le modèle actuel, il ne marche pas. Et peut-être dans la façon de considérer les choses, dans la narcolepsie, tu as dit peut-être petite baisse de la dépense énergétique de repos, et petits changements subtils au niveau du comportement alimentaire. Il faut comprendre qu'en fait, dans l'obésité, pourquoi on s'est planté jusque-là, parce qu'à chaque fois, on cherche la grosse cause, le gros mécanisme. Et en fait, on néglige que l'obésité aujourd'hui, c'est vraiment des petits ruisseaux qui font une grande rivière, et que si on ne s'attaque pas à ces petits ruisseaux et à toutes les interactions entre elles, en fait, si on est tous isolés dans notre truc et il n'y a personne pour les rassembler, bah, c'est des petites choses subtiles, parce que les gens, par exemple, qui font des grosses hyperphagies, ils ne viennent pas en consultation, ils savent d'où ça vient. La plupart des gens sont sincères quand ils disent qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Et les leçons de la narcolepsie, ces petits changements subtils, on doit tous garder ça en tête, parce que le futur de la prise en charge de l'obésité, il vient de là. On en parle tout à l'heure. J'aime beaucoup l'image du ruisseau et de la rivière. On va en reparler. Je vais vous la servir aujourd'hui. Une dernière intervention et on continue.